So now we have Jean-Christophe Pesquet, who will be presenting his project, which is called Bridgeable. This one is easy in English. So same rule, 15 minutes plus 5. We're slightly late, but I think it's okay. Bonjour. Donc je vais parler en français puisque les slides sont en anglais, qu'il n'y a qu'une seule personne qui ne parle pas français visiblement dans l'assistance. Donc Bridgeable, c'est une chaire en fait qui est portée par le centre de vision numérique de Centrale Supélec et l'équipe INRIA OPIS. Et donc l'objectif de cette chaire, c'est de faire le pont entre les travaux de deux éminents scientifiques, que sont d'une part Frank Rosenblatt, que vous devez connaître, qui est un psychologue américain qui étudie l'intelligence artificielle et qui a eu l'idée du perceptron monocouche, qui est l'ancêtre des réseaux de neurones modernes. Et puis d'un autre côté, Jean-Jacques Moreau, qui est en fait un mathématicien français, qui est un des trois fondateurs de l'analyse convexe moderne. Et finalement, Rosenblatt a trouvé son perceptron en 1957, alors que Moreau a fait la découverte des méthodes proximales en 1962. Donc on voit que leurs découvertes sont presque synchrones. Et pour essayer de comprendre pourquoi il y a un lien entre ces deux personnalités scientifiques, en fait, il faut revenir aux bases de l'optimisation. Donc il faut considérer le problème de base en optimisation, qui est la minimisation d'un problème d'optimisation qui correspond donc au moindre carré, au problème des moindres carrés sous contrainte. Donc on veut minimiser l'écart quadratique entre une observation Y et en fait Hx, où H est une matrice et X est un vecteur de paramètres, sous des contraintes sous X. Donc on va supposer que X appartient à C, un ensemble de contraintes. Prendre une géométrie assez simple, un convexe fermé. Et pour résoudre ce problème, en fait, l'algorithme de base qu'on apprend à nos ingénieurs, à nos élèves ingénieurs en deuxième année, c'est l'algorithme du gradient projeté, qui est indiqué ici. Donc on fait une étape de descente de gradient avec un pas gamma n, et puis on fait suivre ça par une projection sur l'ensemble C, et on itère. Alors si on fait un tout petit peu d'algèbre, qu'on définit une matrice Wn qui est identité moins gamma n H transpose H, on voit qu'on a une réécriture de cet algorithme du gradient qui a en fait tout de suite une interprétation sous forme de schéma bloc. Donc on a représenté ici m itérations de l'algorithme de gradient projeté, et on voit que finalement chaque itération, c'est un opérateur linéaire qui s'applique, suivi par l'addition d'un certain vecteur qui dépend de l'observation, et puis une projection, donc, qui, si C n'est pas un espace vectoriel, est une opération non linéaire. Donc on itère ça m fois, on obtient notre algorithme. Si maintenant on prend le modèle de base de réseau de neurones, qui est en fait celui des réseaux feed-forward, on appelle en français parfois le perceptron multicouche, vous voyez que finalement une structure assez identique, c'est-à-dire qu'on a une matrice qui correspond à des connexions qui s'appliquent, à des poids qui s'appliquent sur chacune des connexions d'un réseau de neurones, suivi de l'addition d'un vecteur de biais au niveau de chaque neurone, et puis d'une fonction d'activation qui est non linéaire. Et en fait, on répète l'opération m fois, où cette fois, chaque étape, ce n'est pas une itération, mais c'est finalement ce qu'on appelle une couche d'un réseau de neurones, mais finalement, c'est plus ou moins la même chose. Alors, on pourrait s'arrêter à cette analogie, je dirais, picturale, mais en fait, l'analogie est encore plus troublante si on a en tête la définition de ce que c'est l'opérateur proximal tel qu'il a été défini par Moreau. Donc l'opérateur proximal d'une fonction f, supposons-la convexe pour simplifier les choses, c'est simplement la minimisation de f au voisinage de x, ce qui est fait par l'ajout de ce terme d'ancrage quadratique à f, donc au voisinage du point x où on veut calculer l'opérateur proximal. Et si en fait f c'est la fonction indicatrice de l'ensemble C, ben on retrouve notre projection sur C. Donc finalement,
Ceci, ça montre que l'algorithme du gradient projeté, ce n'est qu'un exemple d'une classe beaucoup plus large d'algorithmes en optimisation qu'on appelle les algorithmes proximaux. Et si on remplace donc la projection par le prox d'une certaine fonction, on résout ainsi des problèmes de moindre carré, pénalisés, assez généraux. Et l'observation importante, c'est que la quasi-totalité des fonctions d'activation qui sont utilisées en réseau de neurones sont en fait les opérateurs proximaux de fonctions convexes. Donc ça veut dire que dès que vous avez une fonction d'activation, vous avez quelque part son image derrière le miroir qui est une fonction convexe dont elle est l'opérateur proximal. Ce qui ne veut pas dire que le lien entre la fonction et le potentiel convexe soit simple. Donc un petit exemple ici. Mais on a fait le travail de tabuler toutes les fonctions d'activation classiques et puis les fonctions convexes qui leur correspondent. Donc on pourrait se dire qu'il suffit d'appliquer les outils qu'on connaît en optimisation pour pouvoir étudier de façon très précise mathématiquement les réseaux de neurones, si on a en tête cette analogie. Mais en fait, il y a une difficulté fondamentale qui apparaît dans le cadre des réseaux de neurones, qui est illustrée par ce schéma. C'est que vous voyez que très couramment dans les réseaux de neurones, quand on passe d'une couche à une autre, on a des changements de dimension. Et ça, c'est tout à fait inusuel en optimisation d'avoir à chaque itération des changements de dimension. Donc ces changements de dimension, ça pose en fait des problèmes mathématiques qui sont assez difficiles dans la théorie de base qu'on utilise pour démontrer la convergence, par exemple, de nos algorithmes en optimisation. Alors, quel est l'espoir de ce projet de chaire? Eh bien, en fait, c'est de fournir, grâce aux remarques que j'ai faites, les ferments d'une théorie mathématique pour pouvoir mieux comprendre les réseaux de neurones, qui restent encore à l'heure actuelle des objets assez mystérieux. Et ceci dans deux directions, de façon à améliorer leur explicabilité. Attention, explicabilité au sens scientifique, c'est-à-dire plutôt le comment que le pourquoi. Et un exemple de résultat qu'on a obtenu récemment, c'est que sous certaines hypothèses, on peut montrer par exemple que ce que font les réseaux de neurones, c'est de résoudre des systèmes d'inégalité variationnelle. Un autre exemple qui est très critique, c'est celui de la robustesse des réseaux de neurones, donc une découverte assez récente. On sait en fait depuis 2013 que les réseaux de neurones sont en fait des outils fondamentalement instables. Par exemple, si on a entraîné un réseau de neurones sur une classe d'objets à reconnaître ces objets, donc par exemple ici reconnaître qu'on a l'image d'un cochon, et qu'on lui ajoute une petite perturbation qui peut très bien ne pas être discernable à l'œil, eh bien en fait on va s'apercevoir que le réseau va délivrer une sortie qui va être complètement aberrante à cette entrée légèrement perturbée. Alors si la perturbation est aléatoire, on va parler de perturbation adverse, mais en fait si c'est une action malveillante, on va parler d'attaque adverse. Et ça évidemment, ça pose des problèmes dans les applications qui sont critiques du point de vue de la sécurité, où on a besoin de certifiabilité, comme par exemple tout ce qui est le domaine des transports, certaines actions en médecine, évidemment tout le domaine de la défense. Et donc, comment on peut attaquer ce problème de la certifiabilité? Ce que l'on veut faire, c'est l'attaquer par des méthodes quantitatives. Et une façon de faire cela, c'est de calculer la constante de Lipschitz du réseau de neurones, qui en fait qualifie sa régularité. Et c'est une idée qui n'est pas très récente, mais en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir des estimations qui sont suffisamment fines pour qu'on puisse en tirer des conclusions pertinentes. Alors, voilà un exemple d'un réseau de neurones qui est utilisé pour le contrôle du trafic aérien qui a été développé par Thales. C'est un réseau qui a été étudié dans le cadre de la thèse de Cifre de Kavya Gupta. Et donc, vous voyez le type de représentation qu'on est capable d'avoir du réseau de neurones, ce qu'on appelle son étoile de Lipschitz, qui est en fait une représentation qui permet de qualifier la sensibilité de Lipschitz au sens de Lipschitz du réseau de neurones, avec en fait sur le périmètre de notre représentation les différentes entrées du réseau de neurones. Il y en a 14. Puis on voit que sur le contour extérieur, on a en quelque sorte une représentation de la constante de Lipschitz globale quand on prend en compte toutes les entrées. Plus on va vers le cœur
de la représentation, plus en fait on favorise, on regarde ce qui se passe pour une entrée précise. Donc on voit par exemple dans cette représentation que l'entrée numéro 1 est beaucoup plus sensible que les autres entrées pour ce réseau de neurones. Un autre exemple, c'est la reconnaissance automatique de gestes qui est basée sur une interface non invasive qui est placée sur le bras, qui permet d'enregistrer le signal EMG de surface. Donc ça, c'est un travail qui est fait dans le cadre de la thèse de Hanan et Aksu, qui est en co-tutelle avec l'Université Polytechnique de Bucarest. Si on utilise un entraînement standard avec un réseau de neurones, on obtient une excellente précision, de l'ordre de 99%. Mais en fait, si on fait des petits calculs, on s'aperçoit que la constante de Lipschitz est absolument désastreuse, ce qui montre que le réseau n'est pas du tout robuste. Donc pour résoudre ce problème, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un algorithme proximal nouveau qui permet d'entraîner le réseau sous des contraintes. Et la contrainte qu'on a choisie, c'est d'assurer que la borne de la constante de Lipschitz soit inférieure à un certain seuil. Et ce que ça met en évidence, c'est qu'on arrive en fait à un compromis entre la précision et la robustesse du réseau de neurones. Donc si on contraint la constante de Lipschitz à être trop petite, on a une précision qui est très mauvaise, mais on arrive à trouver des situations où on établit un bon compromis entre précision et robustesse. Alors, dans cette chaire, on va continuer à travailler dans cette direction, suivant 3 axes. Donc, le premier, ça va être la conception de réseaux de neurones robustes, en généralisant les résultats que j'ai exposés, en travaillant sur l'apprentissage sous contrainte, qui a d'autres applications d'ailleurs que la robustesse. Le deuxième axe, c'est de travailler sur des nouvelles méthodes de points fixes qui utilisent des réseaux de neurones. Donc, c'est d'aller dans le sens de ce qu'on appelle les méthodes plug-and-play, qui sont des méthodes qui, à l'heure actuelle, permettent d'avoir de très bons résultats en sciences des données, mais qui reposent sur des principes tout à fait empiriques. De s'intéresser plus à la notion de points fixes dans l'apprentissage pour définir ou construire l'apprentissage différemment. Et puis le troisième axe, c'est de s'intéresser aux méthodes d'apprentissage de dictionnaires profonds qui sont révélées être des concurrents assez redoutables des réseaux de neurones profonds ces dernières années. Et comme ces méthodes d'apprentissage de dictionnaires profonds sont basées sur des méthodes proximales pour la plupart du temps, eh bien on peut espérer faire un lien, et des premiers résultats suggèrent qu'effectivement tout est une question de changement de métrique. Ça pose aussi des questions intéressantes du point de vue théorique, comme par exemple, peut-on construire un théorème d'approximation universelle pour les méthodes d'apprentissage de dictionnaires profonds. Alors tout ça, ça va s'étaler sur la période de 2020 à 2024. Et ce que je voudrais mentionner, c'est que cette chaire s'est construite avec le soutien de 3 industriels, donc Schneider Electric pour tous les aspects sécurité en ingénierie électrotechnique, GE Healthcare pour tous les aspects algorithmes de reconstruction, pour la tomosynthèse du sein, pour la chirurgie interventionnelle, donc l'imagerie médicale, et l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles pour tous les aspects environnementaux, qui s'intéressent plus à des aspects apprentissage de dictionnaire. Et aussi qu'à l'heure actuelle, même si ces industriels n'ont pas participé à la construction de la chaire, parce qu'à ce moment-là, on commençait simplement à avoir des relations avec eux, qu'on a reçu le soutien de Thales et d'Essilor. Et puis on a aussi donc des partenaires académiques comme mon collègue et ami Patrick Combette à North Carolina State University, ou l'équipe d'Ivio à Édimbourg, Amit Krim aussi à NCSU, et puis Mounir Kanish à l'université Sorbonne Paris-Nord. Alors, comme j'ai été très rapide, pour ceux qui veulent plus de détails, il y a quelques travaux donc, où ceci est détaillé de façon plus formelle, et évidemment, l'espoir de cette chaire, c'est d'allonger cette liste de publications. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Très bien. Oui, bien sûr. On peut très bien envisager tout à fait d'autres mesures à partir du moment où c'est des mesures de régularité en quelque sorte du réseau.
J'ai une petite question sur la première partie, sur donc, apprendre les pas proximaux. L'idée, c'est donc, est-ce que, pour bien comprendre et peut-être mieux comprendre l'enjeu global, c'est pas directement améliorer les algorithmes qui permettent de trouver les poids de ces réseaux. C'est comment de les architecturer et comment montrer des choses sur l'architecture globale, garantir des choses sur l'architecture, plus que changer les solvers qui permettent de mettre à jour les poids du réseau à partir de la base d'apprentissage. Alors, je pense qu'il y a deux stratégies, enfin, il y a deux aspects. C'est que d'une part, on peut enrichir les aspects réseau classiques avec des analogies avec les méthodes proximales. Donc, on peut en particulier songer à réduire le nombre de paramètres pour avoir des réseaux qui soient plus économiques, mais aussi qui généralisent mieux. Donc ça, c'est tout un aspect qui est possible. Et il y a l'inverse aussi, qui est d'améliorer les algorithmes en utilisant, par exemple, la possibilité généralement, tous nos algorithmes, on a beaucoup de paramètres. On essaie plutôt de réduire le nombre de paramètres et puis on a des difficultés à choisir les bons paramètres. On a des techniques comme, par exemple, on peut choisir les pas au sens d'Armijo, etc. Mais on pourrait très bien imaginer, et c'est ce qu'on fait déjà, en fait, avoir des stratégies de réglage de tous ces paramètres à chaque itération en utilisant des techniques standards d'apprentissage de réseaux de neurones pour obtenir les meilleurs résultats en termes, je dirais, par exemple, de reconstruction d'image. Donc c'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans la référence, la deuxième référence sur la liste, c'est ce qu'on appelle parfois le unfolding d'algorithmes, donc le dépliement en français d'algorithmes. Alors nous, on ne se frotte pas à ça, mais en fait, ce sont nos partenaires industriels qui s'y frottent. Et donc, effectivement, l'équipe de Thales avec laquelle on travaille est essentiellement intéressée par les problèmes de certification des méthodes d'intelligence artificielle pour le contrôle aérien. On n'a pas été en dehors de ce cadre, mais en fait, le but, c'est bien de pouvoir fournir des moyens quantitatifs de certifier les choses. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travaux qui existent, par exemple, sur ce domaine-là, mais en fait, quand on lit bien les articles, il y a très peu de travaux qui donnent vraiment des garanties, je dirais, main à couper, que ça marche. Non, on travaille, nous, plus, je dirais, en amont. Et cet aspect-là, c'est géré par nos partenaires industriels. Peut-être Michel, qui a une dernière question, et après on va essayer d'enchaîner pour ne pas prendre trop de retard. Ma question était à propos de la question de Lipschitz. Il y a le fait d'estimer sur l'ensemble des exemples possibles et le fait de l'estimer sur la variété des exemples de l'application. J'étais en train de me demander si tu avais regardé cette différence et comment tu faisais pour l'estimer sur cette variété. Voilà, donc en fait, nous, essentiellement, on a travaillé sur l'estimation de la constante de Lipschitz globale. Donc en fait, après, il faut faire très attention à ce qu'on appelle la variété en question, parce qu'en fait, il y a très peu de méthodes à l'heure actuelle qui assurent vraiment une garantie absolue sur une variété qui est définie de manière continue. C'est-à-dire, évidemment, on peut prendre quelques exemples sur une base de données, calculer une constante de Lipschitz globale, locale, ça on sait très bien le faire. Mais par contre, le problème, c'est que rien ne dit que si on bouge un tout petit peu, ça va continuer à être vrai. Donc en fait, ça, c'est un problème qui nous intéresse, mais c'est un problème qui est difficile. Merci beaucoup Jean-Christophe.